Le fameux transfert en calisthénie. Cette notion de travailler un mouvement et que ce mouvement en améliore un autre ou des autres. Par exemple, travailler la traction pour réussir ton muscle-up et ton front lever. Travailler le HSPU pour améliorer ton dips. Tu as sans doute dû en entendre parler. Dans le milieu, ça a été assez popularisé par Stephen Lowe ainsi que dans d'autres sports également. C'est une notion importante en force, en endurance, en sport co. Dans cette vidéo, on va surtout aborder le transfert entre calisthénie et streetlifting ainsi que l'inverse. On va illustrer ça par pas mal d'exemples. On va donc voir quels sont les mécanismes avec quelques exemples concrets qui vont expliquer ce transfert. Je vais te donner également mon avis sur base de ces mécanismes qu'on aura vus, mon retour d'expérience, et on va donc voir si ça existe vraiment, s'il y a réellement un transfert, si ça fonctionne, et si oui, dans quel cas ça pourrait fonctionner ou alors pas fonctionner. On risque de partir dans pas mal de directions différentes car c'est un concept très vaste et qui dépend comme souvent de beaucoup de facteurs. J'avais envie d'aborder le sujet car c'est un concept fondamental pour un athlète hybride qui a plusieurs objectifs et récemment j'ai pu pas mal observer ce phénomène dans un cycle personnellement où je focus pas mal les skills et j'ai pu observer certaines améliorations sur le streetlifting avec un volume très faible. Et ça m'était arrivé quelques fois par le passé quand j'étais un peu plus novice et par après beaucoup moins et j'ai donc eu tendance à vouloir parfois rester trop spécifique et à ne plus trop croire à cette notion de transfert. Tout d'abord, quels sont les mécanismes qui pourraient expliquer ce fameux transfert? On va parler de spécificité, de charge d'entraînement, de pattern de mouvement, de gain en masse musculaire, de périodisation. Finalement, ce sont quelques principes de l'entraînement en force qui vont être assez reliés et qui vont faire en sorte qu'on observe un transfert ou non en fonction du contexte et de l'individu. La spécificité nous rendra souvent frileux à l'idée d'utiliser cette notion de transfert. On sait que si on veut être fort sur un 1RM en dips, on a plus intérêt à faire du 1RM en dips que des séries de 10 par exemple, ou alors que des max reps en pompe. Mais il se peut que dans certains cas, un athlète réagisse mieux sur les séries de 10, il aurait peut-être même intérêt à faire des max reps en pompe. Là j'abuse peut-être un petit peu, mais pourquoi pas en off-season. Si on prend un mouvement technique comme le muscle-up, si on veut le réussir, mais qu'on ne pratique que du muscle-up, il y a peu de chances que on y parvienne en faisant des essais-erreurs. Si on débute et qu'on n'est pas assez fort en tirage, il y a peu de chances qu'on y parvienne en essais-erreurs. Si on est suffisamment fort en tirage, il y a peu de chances qu'on accumule suffisamment de volume de travail sur le muscle-up. Et 3, il y a beaucoup de chances qu'on se blesse, qu'on s'use si on pratique un mouvement stressant tel que le muscle-up. Il serait donc peut-être intéressant de réaliser un peu de muscle-up avec une progression vers celui-ci pour être spécifique et de travailler davantage un mouvement moins spécifique comme la traction. Et donc peut-être que la traction serait peut-être plus spécifique au muscle. Si on réalise uniquement des tentatives de full planche, il y a peu de chances qu'on y parvienne. On aurait peut-être plus intérêt à travailler en tuck planche, à réussir 5-7 push-ups, à devenir plus fort en dips par exemple. Il faut donc voir cette spécificité comme un spectre. Finalement, être spécifique dans ces exemples serait peut-être de faire des séries de 10 en dips, des tractions pour réussir son muscle-up et la tuck planche pour réussir sa full planche. Mais passer à un stade plus avancé, avec un contexte différent, il faudra peut-être, pour être plus spécifique, faire du RM en dips, des muscle-up lestés et de la full planche. Plus la spécificité sera plus importante, peut-être que plus le transfert sera plus difficile à mettre en place. Donc la spécificité sera peut-être plus importante pour des mouvements complexes comme des skills, comme des figures de force. Par exemple, réussir un handstand sans le faire risque d'être compliqué, versus réussir un dips sans en pratiquer, il y a plus de chances qu'on y parvienne. La barrière technique est plus simple. Réussir un mouvement bras tendu en isométrique comme la planche, si on n'est pas habitué à travailler bras tendu, est plutôt compliqué. C'est pour ça que pour réussir des figures de calisthénie, il faudra du conditionnement vers la figure, donc travailler en bras tendu par exemple, et de la force. On n'aura donc pas le choix d'être un minimum spécifique pour se conditionner, mais pour devenir fort, c'est là qu'on aura peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre, en ayant la possibilité de choisir différents exercices et d'espérer d'avoir un peu plus de transfert de certains exercices vers d'autres. Un autre point très important qui influencera potentiellement le transfert sera la charge d'entraînement, c'est-à-dire le volume fois l'intensité. Par exemple, le nombre de séries de répétitions et la proximité à l'échec. Je vais essayer d'illustrer ça sur base d'exemples dans notre sport. Au vu des exemples précédents, si on pratique 0 série d'un mouvement spécifique comme la planche, il y aura peu de chances de progresser dessus. Même si on devient super fort ou qu'on devient plus fort en HSPU ou en dips, on aura peu de chances de l'améliorer, mais peut-être qu'on va pouvoir la maintenir. Pour le front lever, ça pourrait être le cas, même s'il y a peut-être plus de chances que pour la traction, car le front lever sera peut-être un petit peu moins complexe techniquement, il demandera peut-être un peu moins de conditionnement et de technique, donc de spécificité. Mais ça dépendra donc de l'individu,
Par exemple, à titre personnel, je sais que j'ai tendance à le perdre si je ne fais que des tractions lestées, mais j'observe d'autres athlètes qui progressent dessus. Maintenant, peut-être que si ma traction lestée augmenterait de manière vraiment drastique, peut-être que je progresserais sans doute plus dessus. Pour revenir à la dose d'entraînement, si on pratique 6 séries de handstand push-ups sans trop d'autres exercices de poussée à côté, il y a peut-être un peu de chance qu'on progresse sur la handstand push-ups parce qu'on sera spécifique, mais peut-être pas trop sur les autres mouvements, on progressera peut-être pas trop en dips ou sur d'autres mouvements de poussée. Tandis que si on pratique peut-être 20 séries de handstand push-ups, si on parvient à récupérer et à s'adapter et à devenir plus fort, peut-être qu'on pourrait progresser davantage, même en dips, peut-être simplement par le fait qu'on prenne simplement plus en force, en masse musculaire, en deltoïde antérieur, en triceps. Si on en revient au front lever, même chose, 6 séries, on pourrait progresser en front lever, mais peut-être pas en traction. Tandis que si on bourrine et qu'on fait plus que 20 séries, on pourrait peut-être améliorer la traction à côté, jusqu'à un certain point peut-être. Un concept important sera donc la dose minimale d'entraînement effective, le MEV, qu'on va pouvoir réaliser pour progresser. Par exemple, on observe en fonction du mouvement qu'avec 3 à 6 séries par semaine, avec 3 séries proches de l'échec, RPE 8-9, plus des back-off assez légers, donc voici 2 packs qui pourraient illustrer ça, en fait, on s'aperçoit qu'à un certain niveau, on peut progresser. Donc si on garde cette dose dans notre programme et qu'on la supplémente par un peu de travail un peu moins spécifique, il se pourrait qu'on progresse uniquement grâce à la dose minimale effective ou grâce à ce travail en plus. Ça va dépendre. Peut-être que l'addition des deux sera intéressante. Et c'est justement ce qui m'est arrivé récemment. Au vu de ce concept, je pense que maintenir les mouvements, au moins les mouvements les plus techniques, avec ce MEV et utiliser la notion de transfert sur d'autres mouvements pourrait être très intéressante. Par exemple, si on reprend les exemples du dessus, on pourrait progresser en planche en réalisant 6 séries de tuck planche, mais en progressant vers la handstand push-ups avec 8 séries par semaine et en progressant sur le dips avec 8 séries par semaine. On pourrait progresser en front lever avec 6 séries par semaine, en progressant simplement en traction avec 10 séries par semaine. Ou alors on pourrait progresser en dips en réalisant 20 séries de planche et 3 séries de dips par semaine. Pour se demander quels exercices pourraient avoir un transfert, il suffit d'analyser les patterns de mouvement. Les mouvements réalisés en fonction de l'articulation, par exemple. Par exemple, pour le muscle-up, on va faire une extension d'épaule, une flexion et une extension de l'avant-bras sur le bras. Et donc la traction aiderait car elle va réaliser principalement une extension d'épaule et une flexion de l'avant-bras sur le bras. Pour la planche, on va réaliser une flexion d'épaule et donc potentiellement que le dips et l'handstand push-ups va aider. Ça va être vrai pour le cas inverse, même si le régime de contraction isométrique est peut-être plus faible pour travailler le pattern global. Et si on va un peu plus loin, le mouvement va solliciter un ou des muscles. Et on sait que la masse musculaire est assez corrélée à la force. Et donc tout ce qui va solliciter l'extension d'épaule, traction, lat pull down, cable row, front raises, front pull-up, pourrait travailler notre grand dorsal et donc nous aider à progresser en front lever. C'est pour ça que parfois, même un mouvement un peu moins spécifique comme le lat pull down serait peut-être plus bénéfique qu'un front lever pull-up, car il pourrait développer plus de masse musculaire que ce dernier grâce à un meilleur stimulus fatigue ratio, à une meilleure objectivité du mouvement, etc. Certes, les skills ou les progressions vers ceci, les progressions dynamiques, ont parfois des stimulus fatigue ratio un peu désavantageux, ont parfois des positions isométriques, mais ça n'en reste pas moins qu'il y a des bras de levier assez extrêmes et qu'elles sollicitent tout de même l'articulation, et donc on peut s'attendre à des gros gains en force sur les articulations concernées, et donc à un transfert vers le street lifting. On va encore aborder une autre variable qui pourrait expliquer la notion de transfert. C'est la périodisation, la potentiation de phase, principalement grâce au mécanisme de variation. Par exemple, si on réalise toute l'année du 1RM sans trop d'exercices accessoires et fourchettes de reps différentes, on est à l'extrême de la spécificité. On pourrait peut-être progresser, mais on aurait peut-être plus intérêt à utiliser parfois d'autres exercices, d'autres rep range, d'autres variations pour bénéficier de plus de potentiation de phase. Le phénomène de transfert sera donc dépendant de ces phases. Si on inclut ou non un nouveau stimulus dans une dose plus ou moins importante, ça pourrait nous aider sur notre lift principal. Par exemple, si on fait de la force très spécifique pendant une longue période, il se peut qu'on commence à ne plus trop progresser vers la fin de cette période. C'est là qu'être un peu moins spécifique pourrait avoir un plus gros transfert. Si on prend l'exemple de la planche et qu'on fait de la planche toute l'année, il y a peut-être un moment où les retours sur un investissement, des bénéfices diminueront un petit peu et peut-être que la handstand push-ups aura un plus grand transfert sur cette période-là qu'à un moment où on aura été plus spécifique. Nous avons donc pu voir ces quelques principes expliquant le transfert. On pourrait encore l'expliquer via pas mal d'autres principes, mais avec ça, on est déjà pas mal, je pense. On va peut-être parler du transfert selon le contexte. Au vu des principes du dessus,
On comprend que le transfert ne sera peut-être pas le même en fonction de l'expérience d'entraînement. Un débutant aura un transfert sur pratiquement tout. Par exemple, en réussissant ses 15 premières tractions, un débutant pourrait réussir son premier muscle-up sans pratiquer, un advanced tuck front lever sans le pratiquer. Grâce au fait qu'il progressera avec moins de spécificité, moins de volume d'entraînement, en prenant plus facilement de la masse musculaire et en devenant plus facilement plus fort. Tandis qu'un avancé aura probablement peu ou pas de transfert s'il augmente sa traction de 50 à 55 kg sur son muscle-up sans pratiquer le muscle-up par exemple. Le transfert dépendra aussi de la magnitude du gain. Un débutant qui passe de 5 à 15 tractions ou de 10 à 50 kg en traction pourra forcément espérer un meilleur transfert qu'un avancé qui passe de 50 à 55 kg. Quand on parle de transfert, on va souvent se poser la question, est-ce qu'il faut pratiquer ou non un mouvement? Est-ce qu'il faut au moins le mettre en maintenance? Ça m'amène au fait que le transfert peut aussi être délayé. Si on ne pratique plus du tout de muscle-up pendant une certaine période, il se peut qu'à court terme, on perdra un petit peu sur le mouvement, mais on pourrait aussi assez rapidement le récupérer et profiter de la force de tirage ou masse musculaire plus importante qu'on aura gagnée pour pouvoir surpasser son niveau d'avant-arrêt plus rapidement, plus facilement. Même chose pour la planche, si on la stoppe pendant une durée disons de 6 mois, 1 an et qu'on progresse vraiment bien en HSPU, en dips, on risque de la perdre, mais de vite retrouver son niveau dessus et de se surpasser grâce aux adaptations réalisées. Finalement, on peut donc aussi adopter cette école, donc de mettre complètement un mouvement de côté, versus, comme je l'avais dit peut-être plus tôt, de le garder dans son plan d'entraînement avec une dose de MEV par exemple, pour pouvoir potentiellement encore progresser dessus. À vous de voir l'approche qui vous correspondrait le mieux. Perso, je préfère conserver quand même un MEV car je kiffe pratiquer les mouvements que j'aime à l'année, être un minimum spécifique. Et je trouve que quelques profils ont plus facilement tendance à perdre facilement certains mouvements, surtout quand ils sont difficiles à acquérir. Si je peux faire une analogie avec la muscu, c'est un peu comme faire une prise de masse et des cuts versus du lean gains toute l'année. Finalement, je pense que le transfert existe vraiment et qu'on peut utiliser le transfert à notre avantage. Il dépendra du mouvement, en gérant sa charge d'entraînement, en devenant plus fort ou en prenant de la masse musculaire, tout ça en périodisant par exemple. Justement, si ça t'intéresse, je viens justement de sortir la formation L'ultime périodisation de l'athlète hybride, dans laquelle on utilise beaucoup cette notion de transfert. Je t'invite à aller consulter le lien en description si tu es intéressé. C'est tout pour cette vidéo sur le transfert. N'hésite pas à aller regarder en description encore une fois le lien, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était 012 Workout, salut!